Quartier de vie, bonjour. Alors cette fois, nous sommes au sommet du Mont Cindre, donc de la commune de Saint-Cyr. Et pourquoi on est là? D'abord parce qu'il y a une vue extraordinaire, et puis surtout il y a deux éléments patrimoniaux et architecturaux que j'ai bien envie de visiter, parce qu'il paraît qu'il y a des choses surprenantes. Allez, venez, on va voir, c'est là. Chantal Pralu, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes la spécialiste des lieux. Oh, la spécialiste, il y en a peut-être d'autres, mais, Oui, mais enfin, vous êtes, je suis présente très souvent, effectivement. Et mon historienne préférée. Voilà. Bon, on parle un petit peu de l'Ermitage, les choses qui sont à voir, le jardin et la chapelle. Cette chapelle, elle est du XIVe. Alors, comment elle a démarré? l'Ermitage lui-même a été fondé au XIVe. Ce que vous voyez là, c'est du XVIIe siècle. Même si les panneaux routiers annoncent chapelle du XIVe, il ne faut quand même pas les croire. Hein. Il n'y a plus rien de cette période-là. Par contre, effectivement, comme c'était un lieu de pèlerinage, il a fallu agrandir la chapelle initiale qui avait été fondée par le premier ermite en 1341. D'accord. L'ermite de l'île Barbe, venant de l'île Barbe, le frère Jean-Henri, qui demande l'autorisation aux archevêques comtes de Lyon de construire une récluserie. Donc on est bien sûr que ce n'est pas quelqu'un qui est venu se mettre dans une grotte ou dans une carrière comme un anachorète de Grète, hein, mais c'est bien une construction qui a été faite. Et très rapidement, ce lieu est devenu, grâce à la petite chapelle qu'il a construite à côté de sa récluserie, qui était dédiée à Notre-Dame Reine des Cieux, il a fallu agrandir le lieu. Et c'est pour ça qu'au fil des siècles, on a trouvé qu'au XVIIe siècle, la partie la plus importante, sauf l'entrée de la chapelle qui est du XVIIIe siècle, hein, 1733, la partie qui a la fresque. Voilà. Donc il y a eu plusieurs ermites qui sont succédés. Bien sûr. Alors nous avons toute une liste d'ermites, mais il en manque dans cette liste. Ce sont les ermites qui faisaient partie d'une congrégation qui ont été retenus, alors qu'il pouvait y avoir des ermites civils, qui étaient des gardiens en fait d'ermitage, hein, ou des personnes qui, comme il en existe même encore aujourd'hui, des personnes qui se consacrent à la prière, mais sans faire partie d'une congrégation. Oui, des moines reclus, quoi. Voilà, d'accord. Exactement. Il y en a un qui était célèbre, il n'y a pas eu le fils d'Henri IV? Et oui, il y a eu, alors en 1654, arrive Jean-Jacques Fourques, de son vrai nom Antoine de Bourbon, qui a perdu la bataille de Castelnaudary. C'est pas très glorieux pour un fils de roi, donc on préfère se faire passer pour mort et de rentrer dans les ordres. De toute façon, un fils de roi, c'est ou dans les ordres ou dans l'armée. Hein. Là, avec ce nom protestant qu'il prend, Jean-Jacques Fourques, il passe en Suisse et il rentre dans un couvent à Genève. Et c'est là que les évêques de Lyon le retrouvent. Pas besoin d'internet, vous voyez, à l'époque, et lui demande de venir textuellement pour relever cet ermitage du Mont Cindre. Et donc le frère Jean-Jacques Fourques va rester 7 ans dans cet ermitage, va effectivement le relever, va effectivement former 2 jeunes à l'érémitisme, qui vont partir bien sûr après, puisque dans la charte qu'il va écrire avec les archevêques comtes de Lyon, il pose comme condition première que l'ermite vit seul au Mont Cindre. Charte qui sera un petit peu oubliée quelques années plus tard. Le résultat sera flagrant, c'est une bagarre entre 2 ermites, un nommé par les archevêques comtes de Lyon, un nommé par le curé de Saint-Cyr qui voulait placer son neveu comme gardien. Et là, c'est vraiment la grosse bagarre. Il faudra l'arrivée du curé Ranchon en 1752 pour arrêter ce problème. Le pauvre ermite qui avait été nommé par les archevêques recevait des coups de bâton, on lui prenait tout parce que le curé de Saint-Cyr avait vraiment
un impact sur l'ermite qui était là, le frère François, et c'était impossible à vivre, quoi. Voilà. D'accord. Et alors bon, tous ces ermites ont été délogés par la Révolution, mais celui dont on parle beaucoup plus, c'est le frère d'Amidot. Donc c'est une autre histoire, ça c'est plus récent, c'est au 19e. Voilà, c'est à la fin du 19e qu'arrive Émile d'Amidot. Émile d'Amidot se fait appeler frère François. Il est pourtant civil et il est fils de tailleur d'habits, pas de pierre, tailleur d'habits. Il est lui-même d'ailleurs tailleur, il est d'origine byzantine. Et quand il obtient l'autorisation de s'installer dans l'Ermitage, il prend un morceau de drap de bure et se taille un beau costume de franciscain. Ah oui, on voit qu'il a un look assez spécial quand même. Voilà. Il s'est taillé la barbe aussi. Oui, c'était obligatoire. La barbe, de toute façon, pour les ermites, la barbe était obligatoire. Le costume de franciscain, il fallait qu'il ait une grosse croix pectorale, un chapelet comme ceinture. Donc, il se taille un look de franciscain. Bon, cette chapelle est intéressante, mais est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Ça se visite ou non? Mais bien sûr, regardez. Ça y est, je vous suis. Je vous passe devant. Ah, voilà donc la chapelle du XVIIe. Exactement. Regardez, vous avez le bénitier vers cette porte, 1675. Un autre vers l'autre porte, datée également de 1675. La même date qu'il y a sur les fenêtres à l'extérieur. Voilà, une chapelle agrandie parce que c'était un lieu de pèlerinage très important. Jusqu'en 1960. Ah oui. Voilà, jusqu'à Vatican II. Et alors, moi, on m'a parlé d'un monsieur qui s'appelait Louis Touchac qui aurait réalisé des fresques. Oui, bien sûr, vous en avez une juste au-dessus de l'autel, le couronnement de la Vierge, et puis une très intéressante dans la partie extérieure de la chapelle. Voilà, je vous présente Louis Touchag, ici. Il s'est représenté avec son maçon qui venait tous les matins lui faire l'enduit dans lequel il pouvait fixer ses pigments. Alors en deux mots, Louis Touchag, il est né ici? Alors, il est né à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or en 1893. Il est mort à Paris en 1974. C'est un peintre très connu à Paris. C'est un peintre avant tout parisien. Après ses études aux Beaux-Arts de Lyon, il est parti sur Paris. Et il a travaillé et s'est fait connaître avant tout à Paris. C'était un homme extrêmement médiatique, ce qui lui a permis de faire venir Paris Match en 1952 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour faire un reportage sur cette fresque. Touchag quitte la vie parisienne pour se retirer dans son village natal et peindre les habitants de Saint-Cyr. Ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. C'est drôle. Une fresque. Les hommes à droite, les femmes à gauche. Oui, un petit peu comme l'on trouvait au début du siècle, dans les chapelles. Les hommes se mettaient plus facilement à gauche et les femmes à droite. Voilà. Donc il a retracé, il a glissé bien sûr tout ce Saint-Cyr rural de 1952 avec des vignes de chaque côté, des fruits, les fruits bergerons, attention pas n'importe quoi, puisque l'obtenteur des abricots bergerons est de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Et puis, il n'a pas oublié, bien sûr, son village natal avec le château fort, partagé là, par l'ouverture, et puis une partie des maisons qui vont en direction de... Et tous les gens du village ont existé? Alors, bien sûr qu'il y a le maire, Monsieur Dumont, qui était un ami d'enfance de Louis Touchag.
et qui lui a permis, bien sûr, de faire ses fresques. Et puis ses amis lyonnais, en particulier Marius Mermillon, qui était un critique d'art lyonnais, qui était son grand ami, et puis le petit restaurateur du coin, chez qui Touchag a logé pendant le mois où il a travaillé sur cette fresque. Il est venu une première fois, il a croqué les personnages, simplement un petit croquis. Il est reparti à Paris où il a préparé sur des grands crafts cette fresque, puisqu'il fallait peindre rapidement. Et là, tous les matins, son maçon lui faisait une partie d'enduit. Tout ce que vous me racontez, c'est passionnant, mais il n'y a pas de livre là-dessus? Pas encore. Ça, c'est un piège. Il n'est pas sorti. On raconte que vous allez sortir un livre. Oui, il faut dire un livre est peut-être un bien grand mot, mais une chronique historique, oui. On peut savoir quand vous sera le vernissage, tout, non, pas encore? Vous serez tenu au courant dès qu'il sera sorti. Voilà. Merci Chantal. En attendant, moi j'ai bien envie d'aller jeter un œil dans ce jardin extraordinaire. À bientôt. À bientôt. Merci. Ah, Anne Villard. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Merci, ça va. Alors, Anne Villard, vous êtes adjointe à la culture à Saint-Cyr, mais architecte en plus. Oui, aussi. Alors voilà, donc on a parlé de la construction de ce jardin qui récupérait, enfin que Damido récupérait des pierres sur le chemin, des bouts de ferraille, mais c'est quand même plus compliqué que ça. Un petit peu plus compliqué, oui. Donc depuis le début du XXe siècle, à la mort de l'ermite, le jardin s'est abîmé, donc il a besoin de restauration. Le jardin, après la mort de l'ermite, est tombé, voilà, abandonné plus ou moins. Les vieux du village venaient jouer encore là, mais petit à petit, il est complètement abandonné et on ne peut plus rentrer. Donc nous, on avait décidé de pouvoir à nouveau le faire visiter et puis de le maintenir surtout, puisqu'il fondait comme un pain de sucre. Hein. La manière dont il est construit ne permettait pas d'assurer sa pérennité. Donc il y a eu une première tranche de travaux pour qu'on puisse rentrer dans le jardin, il y a quelques années déjà. Et depuis maintenant tout ce temps, on a récolté des fonds pour arriver à engager une deuxième tranche de travaux que nous avons inaugurée pour les Journées du patrimoine cette année. On en était très très heureux. On a eu beaucoup de monde. Ça a amené 700 visiteurs sur le week-end des Journées du patrimoine, donc c'était formidable. Il y a un enthousiasme énorme, les gens étaient contents de redécouvrir le lieu que certains avaient connu et vécu quand ils étaient enfants. Et voilà. C'est donc l'entreprise Comte. Ah oui, notre partenaire, ça a été l'entreprise Comte, ça a été également Archipat avec Philippe de la Chapelle. Et avec l'entreprise Comte, on a eu de la chance, on avait Monsieur Pellegrin et on avait Ahmed. Le célèbre Ahmed. Absolument. Et d'ailleurs, je l'ai aperçu, il est par là, non? Ah bah oui, il sort de sa grotte. Et voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. C'est bien, ça va? Ouais, ça va. Voilà, j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est quand même pas courant, c'était taillé dans le rocher, mais là où c'était monté, on se croirait un peu dans le palais du facteur cheval. Comment c'était créé ce truc-là? C'est pas avec des fils de fer quand même? Non, non, c'est bien fait, là, c'est bien structuré, mais sauf avec le temps, la ferraille elle a rouillé. Donc il fallait tout refaire, il fallait toute la structure métallique, il fallait la remplacer. Puis il y avait de la ferronnerie, après de la maçonnerie, puis la maçonnerie c'est tout des maçonneries manuelles, tout à la main. Parce qu'il n'avait pas de taloche, ni de spatule, tout à la main, c'est avec les doigtés. Ni de truelle? Les doigtés, avec les doigts, là, regardez. Elles étaient comment ces mains? Avec 5 doigts. Comme il a fait, lui, à l'origine, c'était tout avec les doigts, là, il mélangeait ciment blanc, ciment prompt, sable et chaud. Ouais, donc ça arrange bien la peau, ça. Et voilà, il a fait ça, donc on a essayé de garder, parce qu'on a trouvé des traces de doigtés, et bien on a fait comme lui. Enfin, moi j'ai participé, mais parce que mes gars, j'ai un fils adoptif que j'ai formé, qui s'appelle Alibé Abdel, c'est lui qui a pratiquement fait tout le reste. À la main aussi? Tout à la main.
D'accord. Ouais, parce que c'est la moindre truelle, on peut regarder de près, là vous avez tout à la main. Mais la ferraille et la chaux, ça fait pas bon ménage pourtant. Si, c'est traité parce qu'on a blacksonné avant de Ah mettre oui. la ferraille, on l'a blacksonné, oui, parce qu'à l'origine, D'accord, il parce n'était que- pas blacksonné. ouais, Là, c'est on pour met ça. blackson, donc ça roule pas. Donc on est sûr que ça tient bien. Et alors il avait fait comment? Il avait monté une structure par exemple pour le belvédère. C'est ça qui a été restauré Oui, ces temps. c'est cette partie-là qui a été l'objet des travaux cette année. Ouais. Parce qu'un escalier métallique, c'est quand même assez évolué comme architecture. Donc il avait fait une structure et il a Ouais, projeté je pense du... qu'il a été aidé, il n'était pas tout seul à faire, parce qu'il y a certains trucs qu'on voit il y avait des bénévoles qui l'ont aidé. Qui ont dû l'aider. Oui, sûrement des bénévoles qui l'ont aidé, il n'était pas tout seul, parce qu'il y a certains trucs qu'il ne peut pas le faire tout seul. Pour la serrurerie, il a dû être aidé par le serrurier du village, qui était la famille Forêt. Il lui donnait des éléments aussi, des petites grilles de ventilation qu'il a utilisées pour faire ses vitraux. L'escalier, c'est la même chose, ça a dû être parce une que espèce de c'est collaboration. pas à la portée de n'importe qui. En Ça. fait, quand on regarde bien la structure et tout, mais c'est vraiment bien conçu, bien étudié. C'est intelligent, quoi. Il y a très, de- très intelligent. belle intelligence. C'est vraiment- Mais pourtant il n'était pas ni architecte ni maçon, il était tailleur de vêtements. Tailleur de vêtements, donc il avait quand même de l'éducation, une instruction. Il savait dessiner forcément, il avait des bonnes notions de géométrie. Parce que quand on regarde les éléments, il y a quand même aussi des plans qu'on n'a jamais trouvés. On n'a pas de traces de plans ou de documents écrits. Mais il y a eu forcément des dessins, parce que la complexité de la géométrie, elle ne pouvait pas s'inventer comme ça au fil du temps. Donc il y a eu une réflexion tout à fait profonde avant de mettre en œuvre. Et il a mis combien de temps en gros 30 Toute ans sa vie, plus de 30 ans. Toute sa vie. Il Comme, est arrivé comme là cheval, quoi. comme cheval. C'est la même 33 ans. époque, c'est au moment aussi où Fourvière était en train de se Et construire. on disait qu'il regardait la construction de Fourvière depuis Oui, l'esplanade. et il a certainement été inspiré par Fourvière parce qu'il y a un côté aussi un petit peu oriental dans les dessins qu'il a choisis pour ses chapelles. Donc oui, Fourvière a dû avoir une influence sur son travail. Mais c'est forcément. drôle à mettre parce que toi, tu as travaillé surtout sur Fourvière, sur le Jardin Rosamire, sur... Bartholdi, puis la basilique d'Aîné aussi. Ouais. Mais là, vraiment, c'est vraiment bien. Mais le problème, c'est que je pense que pendant un certain temps, il n'y avait pas d'entretien. Ça a été délaissé ce Ça a jardin, été il complètement entretenu. abandonné. Il a Oui, été oui. abandonné. C'est pour ça qu'on arrive là où on y est. Autrement, s'il y avait un entretien Régulier. il n'y aurait pas tous ces dégâts là. Ah, mais comme il n'y a pas d'entretien, donc c'était un peu... Mais la partie du bas, c'était les tailleurs de pierre, parce qu'ils étaient nombreux ici. C'est la carrière ici. Ça a été C'est construit c'était sur une construit. ancienne carrière. Et donc, Et tout ça, il y a c'était une- remonté alors. C'est rajouté, là. Tout Ouais. ça, c'est rajouté. Là, c'est l'arrangement, ça, c'est la carrière. Après, lui, il a creusé du tunnel dedans pour faire tout ce qu'il avait fait. Et puis il a construit. En fait, c'est ce qui a aussi fait qu'on a été très perplexe à un moment. On pensait que c'était vraiment sur la carrière. Voilà. Parce qu'il y a une partie, c'est la carrière. Oui. Mais il y a une partie plus loin, en particulier le belvédère, il y a une construction Ouais. de 3 murs qu'on ne pouvait pas du tout soupçonner. Et là aussi bien, parce qu'il a récupéré les pierres quand il a creusé, et ces pierres, il s'en est servi pour bâtir. Voilà, très bien. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment du développement durable avant l'heure. En tout cas, il y a une partie qui est vraiment sur l'ancienne carrière et il y a une partie qui a été construite et ensuite dissimulée par l'apport de matériaux pour donner l'illusion qu'on était encore dans la carrière. Et ce qui, en fait, a levé, on a levé ce problème-là en face chantier, quand vous avez découvert qu'il y avait une caverne sous l'ouvrage. Et là, c'était quand même la mauvaise surprise, parce qu'à un moment, on a pensé que le belvédère allait s'effondrer. Oui. Et c'est vous qui avez trouvé la solution. J'ai trouvé, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et puis il fallait trouver une solution, il ne fallait pas laisser s'écrouler, il fallait vraiment trouver une Fallait solution. sauver. Sinon, il fallait tout démonter et refaire comme à l'origine, mais c'est pas bon non plus. Là, il fallait vraiment garder l'original, et pour garder l'original, il fallait vraiment percer des trous dans la roche, et puis balancer les IPN comme à l'origine. Et là, Oui, c'était un parce peu- que il faut comme un petit moment pour changer les IPN. Donc pendant un moment, c'est resté sans Bah structure. non, mais finalement, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais par contre, il fallait prendre des risques. Ouais. Il fallait glisser à plat ventre entre les dalles de pierre et la voûte. Et creuser, extraire les anciens pour remplacer les neufs. Mais là, il fallait tenter ça. On a tenté. Ouais, tout c'était un pour peu tout, mais risqué, finalement, ouais. c'était réussi. Dès qu'on a posé la première EPN, j'étais déjà sûr que là, le reste ne s'écroule pas. Après les deux autres, c'était bon. Il paraît que tu étais très inquiet quand ça se passait. Oui, mais ça. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'était bien étudié, parce que malgré tout, il n'y a rien qui s'est écroulé, il n'y a rien qui a bougé. On l'a bien tenu. Ouais, On l'a bien. pendu par le haut, avec des échafaudages Ouais, tout de bloqué, partout. ouais. Et une fois que ça a été bloqué, alors on s'est permis d'aller travailler dessous, en démontant un escalier, en passant par une marche d'escalier.
Ouais. Et puis ensuite, vous êtes rentré là-dessous et on vous a tiré par les pieds. Ah, bah oui. Parce qu'il Ah, fallait j'aurais voulu voir pas ça. vous laisser là. Ah, mais attendez, mais il y avait un espace de 30 cm, il fallait traîner les pieds qui pèsent après dans les 100 kilos, et puis la glisser, puis après pour sortir, Un travail de mineur je ne peux finalement. pas faire un demi-tour, je peux pas, parce que là, il n'y a qu'un passage. Donc je rentre, après il fallait me tirer par les pieds pour sortir. On aurait pu le garder, ça aurait fait une C'est mon momie. conducteur de travaux qui m'a tiré par les pieds. Mais oui, c'est pas une blague. Bah oui, non, mais c'est sûr. Bon, ben c'est bon, après, sinon c'est beau. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'il reste à faire pour ce Ah jardin? ben, Alors aujourd'hui, il y a encore une tâche importante. ben oui, Vous voyez, il y a des échafaudages avec voilà, des tôles ça. qui ont été placées sur 2 chapelles, celle-ci et celle-ci, simplement pour éviter qu'elles s'écroulent parce qu'elles sont en très mauvais état. Et si cet hiver il neige, eh bien, il y a des chapelles qui vont disparaître sous le poids de la neige, simplement parce qu'elles sont vraiment fragiles. D'accord. Donc là, on a engagé une étude avec toujours notre architecte Philippe de la Chapelle pour savoir quelle était celle des 2 chapelles qu'il fallait faire en premier. Donc on aura, à la fin de l'automne, on aura le résultat de son étude et on va engager encore sur 2019 une nouvelle tranche de travaux. Donc j'espère que vous serez là pour nous accompagner. Ah, il est immortel. Et puis il faut continuer. Donc on a eu aussi la chance de terminer, alors on n'en a pas parlé, mais les petits vitraux, il y a une chose qu'il faut regarder, c'est les petits vitraux colorés qu'on avait perdus et qu'on a remis avec les couleurs d'origine. Donc ça, ce travail, si on le fait sur chacune des chapelles, c'est-à-dire qu'on arrive à engager chaque année une tranche de travaux, on aura à la fin un jardin absolument merveilleux, parce qu'on a la pierre, mais il faut l'imaginer avec des lumières. Bon, il y a la fête du 8 décembre à Lyon, c'est bien connu, mais ici, si on imagine que chaque chapelle est habitée avec des petits lampions, ça devient juste un truc absolument merveilleux. Donc c'est cet objectif-là qu'on a, c'est retrouver le côté merveilleux de ce jardin. Qu'il appelait un jardin de prière d'ailleurs. Un jardin de prière, il y a un chemin de prière qui était construit dans le jardin avec toutes ces stations de manière très construite, oui, complètement. Et alors pour la suite des travaux, question budget, qui paye? Qui paye? Alors on a mis en place, déjà sur ce qui a été fait, on était avec la Fondation du patrimoine qui nous a aidés à apprendre à être maître d'ouvrage et à récolter des fonds. Elle nous a beaucoup aidés. C'est grâce à elle qu'on a pu faire déjà tous les travaux qu'on a entrepris. Et puis on a aussi les gens du village et puis des Lyonnais qui ont, à titre privé, fait des dons. On a des associations qui animent le lieu, parce qu'il faut que ce soit un lieu vivant. Donc on organise des concerts, des expositions et des visites pour ceux qui voudraient voir les lieux. On a une association en particulier qui est présidée par Chantal Pralu et qui organise à la demande des visites. À ce moment-là, il faut le demander en mairie et on vous met en contact. Donc ça ramène un petit peu de sous, tout ça. On a pour la prochaine tranche la Fondation Total qui a été très généreuse puisqu'elle nous a proposé 50 000 €. Et donc la mairie, la commune de Saint-Cyr va doubler la mise et ça nous permettra d'engager une tranche en 2019. Voilà. D'accord. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens peuvent vous appeler pour visiter. Oui, complètement. Ceux qui sont intéressés, qui veulent visiter, appellent la mairie de Saint-Cyr, au Mont-d'Or. Et à ce moment-là, on nous met en contact avec des gens qui connaissent bien les lieux et qui vous amèneront ici. Alors, il faut bien insister sur le fait que c'est encore un lieu qui est fragile. Donc, on n'a pas des groupes de 300-400 personnes. Hein. Oui, c'est par petits groupes de 10-12, c'est confidentiel. Et il y a toujours des explications aimables et amicales parce qu'on adore cet endroit. Donc, c'est toujours des moments sympathiques. Rien que l'histoire de l'ermite d'Amido, qui n'était pas plus religieux que moi d'ailleurs. Ah bah Damido, c'était pas un religieux, c'est il leur était leader. tailleur d'habits. Alors il s'est taillé un costume de moine et puis il faisait visiter les lieux. Et puis on devait lui donner une petite pièce en partant, je pense, déjà à cette époque-là. D'accord. Eh ben merci de vos explications. En tout cas, c'est pas mal. Je vous remercie de m'avoir invité. Moi, je suis content. Et puis j'espère que. Pour la je serai prochaine là pour la tranche, on suite. remettra Ah ben ça. oui. Hein. Voilà. Alors avec On grand aura des plaisir. cheveux blancs un peu plus, mais Oui. d'accord. Voilà. Bah, Eh merci ben à Ahmed, vous. Bonne merci. journée. Et tu repars sur le Bonne chantier de journée, la merci cathédrale. beaucoup. Là. Bah, là, je vais retourner là-haut. J'ai une bricole à faire. Après, je repars à la cathédrale Saint-Jean. Voilà. Il est de partout. Mais il est de partout. Saint-Jean. J'aime bien. Vous restez par là quand même. Voilà, ben, bien sûr, je vais continuer là. Je vais faire comme l'ermite. D'accord. Merci. Ahmed. Au revoir. Eh ben, on peut simplement espérer qu'il y aura beaucoup plus de monde qu'avant et que ça va Oui. être un succès. Tout à fait. Alors si vraiment les journées du patrimoine qui nous ont amené un public
très importants font tache d'huile, alors on peut imaginer effectivement que les gens vont enfin connaître, reconnaître et venir et apprécier les lieux. En tout cas, c'est notre souhait parce qu'on veut aussi que ce soit quelque chose de vivant. En particulier l'année prochaine, par exemple, on aura à nouveau pour la 2e fois la Biennale hors norme, avec des expositions, des sculptures, des conférences, pour qu'il y ait une vie culturelle autour de ces lieux que les gens aiment, mais qu'il s'y passe des choses. Alors ce sera en septembre, octobre, l'année prochaine, en 2019. Et puis d'ici là, il va y avoir des petits concerts, il y aura tout un tas d'événements qui se passeront ici. En tout cas, merci. Et merci puis, à vous. À très bientôt avec des groupes. À bientôt Jean-Luc. Maintenant, les Lyonnais, on y va. À bientôt. À la prochaine fois. Salut.